la communauté Télé-École, à cette grande famille qui nous pousse et qui porte nos programmes toujours plus haut. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre émission Lire et écrire et j'ai le plaisir de partager mon plateau aujourd'hui avec Monsieur Ousmane Thiongane. Bonjour à vous. Bonjour Anita. Je peux dire de vous que vous êtes journaliste, je peux aussi dire de vous que vous êtes juriste. Et ce profil est tellement plus riche que je vais plutôt vous laisser le soin de vous présenter aux téléspectateurs. Écoutez, merci pour cette invitation. C'est un réel plaisir de partager ce plateau avec vous et de s'adresser également à vos aimables téléspectateurs à travers cette émission et cette télé dont aujourd'hui le rayonnement, dont aujourd'hui également l'intérêt pour la communauté est plus que actif. Je salue à travers donc cette émission le promoteur, mon ami Hassan, pour l'immense effort, les investissements humains, etc. qu'il a fait pour la mise en place de cette télé. Me présenter, c'est extrêmement difficile de se présenter soi-même, mais comme vous l'avez dit, je suis à la fois juriste, je suis journaliste, expert en communication, je suis également expert en numérique, transformation digitale pour être plus exact, écrivain si vous voulez aussi, je suis à mon deuxième livre. Et je suis professionnellement, actuellement j'occupe le rôle ou la station de conseil spécial de Monsieur le Président de la République dans le cadre du digital et je coordonne également la cellule digitale de la présidence de la République. En résumé, voilà ce que je voulais dire sur moi-même. Donc c'est l'émission Lire et écrire, donc je vais m'adresser à l'écrivain, mais je n'hésiterai pas une seconde aussi à m'adresser au conseiller du président de la République. Alors vous êtes auteur de ce livre, Les promesses du numérique, et vous portez un regard global sur la révolution numérique en marche, qui est porteuse de promesses. Mais Monsieur Thiongane, s'agit-il de belles promesses? On peut le dire. Vous savez, le titre du livre, Les promesses du numérique, traduisent à mon avis un espoir. L'ambition également des États africains, du nôtre, le Sénégal, de hisser l'économie numérique au firmament parce qu'aujourd'hui, nous le constatons tous, nous sommes dans une mutation profonde. Et cette mutation, elle est à mon avis également un chemin pour permettre à nos pays de parvenir à régler un certain nombre de questions de développement. Ce que j'appelle les ODD, les objectifs de développement durable, ces indicateurs que l'Organisation des Nations Unies a fixés depuis 2016, qui est composé de 17 indicateurs dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement, etc., etc. Nos pays doivent pouvoir les atteindre. Et aujourd'hui, le numérique les offre une belle opportunité pour pouvoir y arriver. Donc je dis encore une fois, c'est une fleur, le numérique, c'est une promesse, c'est tout un espoir pour que l'Afrique, le Sénégal puisse atteindre l'émergence à travers ces technologies émergentes. Donc de très belles promesses. Absolument. Le numérique, on en entend parler, le numérique est sur toutes les bouches. Mais qu'est-ce que le numérique exactement? Le numérique, c'est en une définition basique l'ensemble des services, usages et pratiques rendus possibles grâce à la transformation de l'information, grâce à la numérisation de l'information, le traitement, le stockage, les relations, les échanges entre l'homme et la machine, etc. Basiquement, le numérique, c'est également un ensemble de multinationales, comme ce qu'on appelle les GAFAM. Nous y reviendrons si vous voulez. C'est comme également les BATEX, ce sont les champions chinois, les NATO. C'est un ensemble de technologies émergentes qui permettent aujourd'hui d'avoir une vie plus facile, qui permet à Anita, qui permet aux téléspectateurs de rester dans leur salon et de pouvoir visiter une bibliothèque, qui leur permet de rester dans leur salon et de pouvoir faire une commande dans un supermarché et qu'on leur livre dans 5 minutes. C'est ce qui permet aujourd'hui à certains États de pouvoir détenir l'économie mondiale. Parce que tout simplement, dans ces États-là, il y a des multinationales, j'allais dire des firmes extrêmement puissantes qui leur permettent de pouvoir relever leur croissance, qui leur permettent de pouvoir gérer tout un ensemble de choses et que ces États-là puissent aujourd'hui devenir des États numériques.
Effectivement, vous expliquiez dans le livre, en parlant justement des GAFAM, qu'il y en a qui ont des chiffres d'affaires, qui brassent des chiffres d'affaires qui arrivent même à dépasser le budget de certains États européens. Par exemple, aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Google, je disais tout à l'heure, les GAFAM, ce serait bien peut-être que nos téléspectateurs comprennent ce que ça veut dire. Les GAFAM, le G c'est Google, A Apple, F Facebook, Amazon et Microsoft. Donc ce sont les grands géants du web. Ce sont les géants, ce qu'on appelle également les 5 majeurs du web. D'accord. Ça, c'est du côté des États-Unis. Mais du côté de la Chine, on a également ce qu'on appelle les BATEX. Les B de Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. C'est également 5 grands champions chinois qui aujourd'hui gèrent non seulement l'économie asiatique, mais qui ont fait une percée fulgurante au niveau de l'Europe. Ah oui. Aujourd'hui, Alibaba est dans beaucoup de pays européens et draine également des milliards en termes de flux financiers et de transactions avec certaines entreprises. Last but not least, comme disent les Anglais, ces GAFAM-là également ont eu des enfants, si c'est pour me permettre l'expression, ce qu'on appelle les NATU. NATU, vous avez certainement entendu parler de Netflix. Oui, aujourd'hui, dans le domaine de la télévision, Netflix aujourd'hui également est un champion dans son domaine. Effectivement. Il y a également Airbnb, il y a Tesla, la construction des véhicules électroniques, etc. Il y a Uber dans le domaine du transport en France, aux États-Unis, dans beaucoup de pays. Donc les NATU également sont devenus des champions qui sont à la porte des GAFA. Donc toutes ces entreprises-là sont des entreprises extrêmement cotées. Tenez, les 5 entreprises les mieux cotées à la bourse de New York, ce sont les 5 majeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Parfois, Amazon parfois Alibaba fait une entrée également, dépassant même au mois de novembre 2019, il avait même dépassé en termes de cotation boursière Amazon. Alors, je disais qu'il dépasse, et en termes de concurrence avec certains États, effectivement, aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Google, c'est l'équivalent du budget de la France. Ah, quand même. La France, c'est la 4e ou la 5e puissance mondiale. Donc en fait, c'est vrai, ils ont un pouvoir d'influence qui est manifeste. Vous allez sourire quand je vous dis également que le chiffre d'affaires de Google, c'est 20 fois le budget de ton pays, le Sénégal. 20 fois. C'est extraordinaire. Alors, une entreprise qui dépasse en termes de chiffre d'affaires le budget d'un État, c'est parfois ils traitent avec ces États comme David et Goliath. Ah oui. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Ils traitent avec ces États, ils viennent avec une certaine puissance. Plus qu'avec une puissance, mais ils arrivent avec toute une technologie pour leur montrer que effectivement ils ont pignon sur rue partout dans le monde et ils ont la capacité de pouvoir freiner, ralentir une économie ou d'aider une économie à se développer davantage. Donc ce sont des mammouths qui sont là. Et qu'aujourd'hui, la politique dans certains pays, c'est de faire tout pour casser ces mammouths-là, de faire tout pour que ces éléphants-là se dégraissent. Mais comment cela serait possible? C'est quasiment impossible. C'est extrêmement difficile, parce qu'aux États-Unis, ils l'ont tenté en voulant voter un certain nombre de lois, mais comme il y a ce qu'on appelle là-bas le Patriot Act et également le 3e amendement, qui permettent à ces entreprises de pouvoir se développer, qui permettent également une certaine liberté à la fois d'expression, une liberté d'initiative sur le plan économique, c'est extrêmement difficile. Mais en tout cas, le Congrès américain, parce que la difficulté, c'est qu'il y a un certain monopole dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, dans le domaine de la recherche, Google domine partout. En France, ils sont en train de casser, ils ont voulu casser ça à un certain moment, mais leur moteur de recherche est partout. Partout dans nos différents téléphones, on voit un téléphone avec le moteur de recherche Google. Vous n'y pouvez absolument rien. Vous faites votre recherche, vous passez effectivement par Google. Donc Google aujourd'hui est la plus grande avenue du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la plus grande avenue du monde parce que tout simplement, les plus grands commerces se trouvent sur Google. C'est comme si vous allez sur Sandaga, si vous allez sur Ponty, les plus grands magasins qui payent plus cher en termes de location, une boutique sur l'avenue Roume ou sur l'avenue Ponty, je ne sais pas, je n'en ai pas une là-bas, mais j'imagine que la location doit coûter excessivement cher par rapport à une boutique qui est sur Grand Yoff ou qui est sur la Médina. Donc Google aujourd'hui, si vous voulez faire votre publicité de votre entreprise, vous payez et quand on fait la recherche dans ce domaine-là, votre entreprise arrive en première ligne parmi les 10 premiers résultats de votre recherche. C'est pourquoi on dit que c'est la plus grande avenue du monde, parce que les plus grandes entreprises font
de la publicité en utilisant Google. Donc pour revenir à ces GAFAM, à ces grandes multinationales, disons également que c'est elles qui permettent aujourd'hui à la croissance mondiale d'être à un certain niveau. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le numérique pèse presque un quart de la croissance mondiale? C'est énorme. C'est 25%. D'ici 2030, les gens se posent la question, est-ce qu'ils ne seront pas à 50%? Ce qui veut dire tout simplement que toute l'économie mondiale passe presque à 70, disons 80% à travers ces plateformes-là. Prenez le commerce électronique, les échanges. Aujourd'hui, vous prenez Amazon et Alibaba, c'est presque plus de 80% du commerce électronique mondial. Donc les échanges se font à travers ces plateformes-là. C'est-à-dire les échanges se font à travers ces plateformes. Mais les montants que vous avez avancés sont tellement exorbitants. Il y a aussi un autre moyen qu'ils ont pour amasser autant d'argent, et c'est en collectant nos données personnelles. Et il y a beaucoup de personnes qui surfent sur Internet et qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe en dessous lorsqu'ils rentrent certaines informations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce circuit et comment ils font pour se faire du business sur notre dos? J'ai l'habitude de dire que en numérique, quand c'est gratuit, sachez que c'est vous le produit. Ça cache toujours quelque chose. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors, vous êtes certainement sur Facebook, comme moi. Nous sommes allés dans la plateforme, on ne nous a pas demandé un copec. Oui. C'est gratuit. En réalité, ma chère Anita, ce n'est pas gratuit du tout. Parce que Facebook, elle utilise la plateforme, elle utilise nos données personnelles. Nous y laissons nos données personnelles qu'elle utilise, qu'elle série par des algorithmes, ce qu'on appelle des bots, des robots informatiques, qui peut savoir aujourd'hui, Anita, c'est une femme, elle doit avoir entre 25 ans et 35 ans, elle aime porter des tailleurs couleur mauve, elle aime porter des boucles d'oreilles telles, elle fréquente tel, elle aime tel spectacle, etc. Elles ont toutes ces données sur vous. Elle peut les sérier et les vendre à des entreprises qui s'intéressent dans le domaine de la couture, qui s'intéressent dans le domaine tel, etc., etc. Donc, ils vont faire de telle sorte que la masse himalayenne de données qu'ils récupèrent, ce qu'on appelle en jargon numérique, le data, ou le big data, si c'est extrêmement important, qu'ils puissent le vendre à d'autres entreprises qui travaillent en la matière. Donc, c'est comme ça qu'ils utilisent nos données. Ils sont très contents quand vous venez vous abonner à Facebook. Ils ne veulent jamais supprimer, exclure quelqu'un. C'est vraiment avec beaucoup d'amertume qu'ils le font, pas de gaieté de cœur. Mais quand même, c'est parce qu'ils ont besoin des données de ces personnes. Vos numéros de téléphone, vous les laissez là-bas, votre adresse, etc. Je vais donner juste un exemple. Allez sur Google ou sur n'importe quelle plateforme, vous dites que vous voulez voyager en France, vous cherchez un hôtel. D'accord. Alors, même si vous êtes parti en France, vous avez trouvé un hôtel, vous allez vous rendre compte que durant toute la semaine, même si vous allez sur une plateforme ou un site d'information sénégalais, vous allez voir qu'ils vont vous montrer des hôtels avec des prix. C'est parce qu'ils vous suivent. Ils savent que, voilà, cette personne-là cherche des hôtels. Ils vont ameuter toute la galaxie qui vendent ou qui proposent ce service-là au niveau de la recherche, au niveau de l'adresse IP de Anita. Donc, une fois que vous entrez dans le net, vous allez voir ça. Il m'est arrivé, moi, de voyager, de descendre dans une capitale européenne, de marcher, de regarder mon téléphone qui me montre un restaurant. Je dis, pourquoi ce restaurant? Et je me trouvais dans la même rue que ce restaurant. C'est-à-dire, ils vous suivent à la trace? Ils vous suivent à la trace. Nous tous, je dis, même si vous n'êtes pas sur Facebook, mais quand vous entrez sur le net, refusez d'être sur les réseaux sociaux, si vous voulez bien. Mais quand vous entrez dans le net pour faire vos recherches, c'est parce que tout simplement, ils utilisent vos adresses IP et votre adresse IP souvent de téléphone ou tout simplement d'ordinateur, et vous laisserez certainement un jour votre nom. Donc vous laissez forcément une trace quelque part? Forcément, nous avons ce qu'on appelle une identité tous numérique. Et cette identité numérique, c'est à la fois plus que nos composantes d'identité et nos composantes de personnalité, mais c'est toute une trace que nous laissons. Et à partir de ces traces-là, ils y trouvent ce qu'ils cherchent, ils les gardent. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez que plus que l'or, plus que le carburant,
les données personnelles sont plus importantes. C'est non seulement le carburant du numérique, c'est le moteur de l'intelligence artificielle, parce que si vous devez utiliser l'intelligence artificielle, la simulation numérique, vous êtes obligé, ma foi, d'avoir une masse de données extrêmement importante. Effectivement. Si Google aujourd'hui a mis sur place en Afrique, au Ghana plus précisément, un centre de recherche en intelligence artificielle que dirige d'ailleurs un de nos compatriotes sénégalais, que je salue au passage, Moustapha Cissé, originaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui dirige le plus grand centre de recherche en IA de l'Afrique. C'est parce que Google a besoin d'utiliser les données personnelles des Africains. Et demain, l'Afrique sera le continent où on aura encore beaucoup de données, autrement dit de carburant, de l'or, ce que j'appelle dans le livre de l'or intime, parce que c'est notre intimité qu'ils utilisent, oui. Et cette intimité, elle coûte cher. Et non seulement elle coûte cher parce qu'ils le vendent à des prix importants, mais c'est que ça ne s'épuise jamais. Mais il n'existe aucune limite à ça, il n'existe aucune réglementation pour essayer de limiter. C'est-à-dire qu'ils ont de la main mise sur toutes ces données, en toute liberté, sans aucun cadre. Oui, on peut le dire, mais comme on peut relativiser. Aujourd'hui, quand vous entrez sur Facebook, vous ne prenez pas le temps de lire la charte. Ils ont une réglementation. D'accord. Nous ne lisons pas. Mais dans la réglementation, ils vous disent que vous êtes sur Facebook, si vous voulez, cochez et sortez. Si vous ne voulez pas, voilà ce que nous vous disons. Nous allons récupérer ces données-là. Nous ne l'utilisons pas à des fins illicites. Autrement dit, nous n'allons pas le vendre à des crimes, etc., mais nous utiliserons vos données quand même. Donc c'est comme ça, eux, qu'ils se sécurisent. C'est-à-dire qu'une fois que la personne m'est acceptée, elle accepte en fait toutes les conditions qui... Il y a de cela quelques mois, vous aviez entendu avec WhatsApp, oui. que nous avons tous envoyé un signal pour nous dire, si vous continuez tel, nous utiliserons tel, etc. Et les gens disent qu'ils allaient migrer pour aller vers Signal, etc., etc. Parce que c'est Signal, etc. Je leur dis, c'est la même chose. C'est la même chose partout en réalité. C'est la même chose partout, parce qu'ils ne vivent que de ça. Et parce que c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, ça cache forcément quelque chose en dessous. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Absolument. Et c'est grâce à vous que j'ai compris ça. Et je pense que c'est grâce à vous que beaucoup de téléspectateurs vont comprendre ça. Merci. Mais à la limite, on n'a pas de choix parce que ce sont des réseaux qui sont incontournables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'il s'agit surtout les réseaux sociaux, même les gens qui font du commerce, les gens ne sont plus sur les réseaux sociaux que pour faire de belles photos, pour se montrer, mais c'est aussi un outil de travail et ça leur apporte une certaine richesse. Donc ce sont des sites internet qui sont incontournables. Donc les personnes, les internautes n'ont pas d'autre choix que d'accepter les clauses. Vous avez parfaitement raison. On est presque obligé parce que nous devons être à l'ère du temps. L'ère de notre temps aujourd'hui, c'est la mutation numérique. Et forcément, parce que dans tous les domaines, comme vous avez dit, en fait, cette transformation, elle touche tous les pores de la société. L'économie, le social, le sport, l'agriculture, la santé. Partout, le numérique est là et va gouverner ce secteur-là. Il est omniprésent. Incontestablement, irréversiblement, nous allons tous dans ce monde digitalisé. Mais ce monde digitalisé, en fait, le numérique aujourd'hui, il a pris tellement de place dans nos vies. Il est partout. Il est dans notre quotidien, il est dans nos vies. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, il y a un impact positif, c'est sûr. Mais à côté de ça aussi, on peut dire que le numérique, il a quand même beaucoup bouleversé les rapports entre les humains. Parce que si on regarde, le numérique permet aux gens de communiquer, mais le sentiment de solitude n'a jamais été aussi pesant. L'humain, aujourd'hui, il est seul. Une perte de repères, une perte de valeurs. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un flot d'informations. On peut avoir toutes les informations dont on a besoin et on se rend compte aussi qu'à côté de ça, il y a une paresse intellectuelle qui est en train de s'installer. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir à trouver un équilibre? C'est-à-dire vivre avec ce numérique qui est là, mais en même temps garder l'expérience de nos vies, de nos propres vies, notre culture et nos valeurs. Oui, vous avez parfaitement raison. Au-delà de ces douces promesses, de ces attraits fulgurants, le numérique pose un problème à la fois d'ordre sociologique, anthropologique, culturel même. Vous avez touché du doigt le phénomène. Ma foi, je pense que ce n'est pas l'aspect numérique ou le numérique dans sa globalité, mais c'est surtout cette partie des réseaux sociaux dans lesquels nous trouvons matin et midi au soir nos enfants qui ne se contrôlent pas, qui peuvent également boire tout ce qu'on leur propose dessus. Il y a lieu de pouvoir, à mon avis, faire de l'acculturation. Parce que le numérique, à la fois, c'est un... Moi, j'ai envie de dire, le numérique, les réseaux sociaux ou l'Internet, c'est
comme un miroir. Alors, suivez l'image. Le miroir, il nous renvoie notre propre image. Mais c'est également comme ce marteau ou cette pelle qu'utilise le maçon. Vous savez, la pelle, c'est un outil de travail. Le maçon l'utilise et c'est un outil extraordinaire qui peut permettre au maçon d'aider à construire un édifice noble comme une mosquée, une église, une école. Donc c'est un outil que le maçon chérit, que nous tous nous aimons parce que ça nous aide en termes de travaux domestiques, en termes de maçonnerie, etc. Mais ce même outil entre les mains d'un dépravé peut être utilisé pour casser une tête, pour assassiner. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas en réalité l'Internet, mais c'est celui qui utilise l'outil Internet. Donc c'est à nous de savoir en faire un bon usage. Absolument un bon usage. Quand nous constatons aujourd'hui sur les réseaux sociaux un certain nombre de dérives, des appels à la haine, des injures à des marabouts, à des institutions, je dis, il y a un problème d'éducation. Un très gros problème. Ce n'est pas en réalité Internet qui est fautif, mais c'est nous-mêmes. Nous devons nous regarder dans la glace pour dire pourquoi nous utilisons cet outil-là pour faire ce que nous ne faisons pas d'habitude. Voilà la problématique majeure. Vous avez touché du doigt également une autre problématique. Face à cet outil, à ces plateformes qui nous permettent, je dis c'est un fabuleux destin qu'il nous réserve, le numérique. Mais à côté, il y a également un autre phénomène qui fait que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une atteinte grave de notre intimité, de notre vie privée. Effectivement. Parce que tout simplement, à commencer par les données personnelles, ça fait partie de notre vie privée. Nous les exposons, nous les laissons sur l'Internet. On les utilise, comment on les utilise souvent, on ne sait même pas. Le problème, c'est que tant qu'elles sont entre les mains de Google, de Facebook, avec un contrat bien défini, ça passe encore. Mais qu'est-ce qui se passe si ces données personnelles tombent entre les mains de personnes qui veulent nuire? Parce que le numérique aujourd'hui a engendré une nouvelle forme de criminalité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place pour protéger au niveau de la loi? Est-ce qu'il y a un cadre légal qui peut protéger les personnes qui sont victimes de la cybercriminalité? Là, vous touchez du doigt un autre phénomène, deux phénomènes même, ce qu'on appelle aujourd'hui la violation des données à caractère personnel, mais également la cybercriminalité. Oui, il y a beaucoup de lois, de textes nationaux et même des conventions internationales pour protéger cela. Rien qu'en Afrique, il y a la convention de Malabo, donc, qui a été signée et ratifiée par le gouvernement sénégalais dans le cadre de la cybersécurité. Il y a également dans notre législation interne ce qu'on appelle la stratégie nationale de cybersécurité. Pour les données personnelles, nous avons également une loi de 2008 qui permet de régler ces questions-là, beaucoup de questions. Et c'est cette même loi qui met en place ce qu'on appelle la CDP, la Commission des données personnelles, qui donne des avis, qui également permet de pouvoir régler un certain nombre de questions sur ces données-là. Mais je dis, la question de la cybersécurité est une question qui est aujourd'hui plus d'acuité que d'actualité. Certainement, vous avez entendu ces derniers jours qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle une attaque d'une grande entreprise et qui fait que 1000 entreprises aux États-Unis, 800 magasins ont été fermés en Suisse du fait de cette attaque et les criminels, pour ne pas dire les cyberbandits, exigeaient des rançons. C'est comme ça que ça se passe. Et ça paralyse une entreprise qui a des filiales partout dans le monde. Le ransomware qui avait pignon en Europe également, plus de 1000 ordinateurs, des banques, même en Angleterre, étaient attaqués, des banques, des hôpitaux étaient paralysés du fait de ces attaques, etc. Tenez, est-ce que vous savez qu'en Afrique subsaharienne, selon une étude faite par McAfee, qui est le spécialiste américain de la question de cybersécurité, c'est plus de 2 milliards de dollars de pertes en Afrique subsaharienne par an du fait des attaques de cybersécurité. C'est énorme. Si aujourd'hui nous n'avons pas pris un certain nombre de dispositions, imaginez une attaque de cybersécurité sur un secteur très stratégique, très vital comme la Sénélec. Exactement, c'est la question que je voulais vous poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des pirates pourraient entrer dans le système et créer une panne générale d'électricité. Ce sont des choses qui sont possibles. Absolument. Mais est-ce que ce sont des choses qu'on peut anticiper? Absolument. Au Sénégal, depuis la loi, depuis notre stratégie
Sénégal 2025, la stratégie donc, dans le domaine du numérique qui a été mise en place depuis 2016, nous avons prévu un certain nombre de dispositifs avec des structures également d'ordre national qui se réunissent et qui essayent de trouver la parade par rapport à d'éventuelles attaques dans des secteurs névralgiques comme l'électricité, comme l'eau, etc. etc. Parce que, tenez-vous bien, ma foi, les prochaines guerres, espérons qu'on n'y arrivera pas, ce sera plus des guerres dans le domaine de la cybersécurité. Aujourd'hui, les pays se préparent à pouvoir attaquer un État sans pourtant tirer un missile. Parce que tout simplement, ils ont des logiciels, ce qu'on appelle des ransomware, qui peuvent leur permettre de pouvoir attaquer un pays, paralyser tout le système et mettre à nu cet État-là. Et ça, ils peuvent le faire avec le numérique. Vous savez, autant nous avons des ingénieurs en intelligence artificielle, en robotique, qui réfléchissent matin et soir pour pouvoir atteindre un certain niveau d'un certain niveau d'innovation, de développement, d'émergence. Autant à côté, il y a également des gens qui sont là, qui travaillent matin et midi soir pour pouvoir faire faillite à cela et attaquer les systèmes qui sont déjà posés. C'est comme ça le monde. Et c'est pourquoi d'ailleurs les plus grandes entreprises, quand ils ont fini de mettre une technologie en place, ils appellent ce qu'ils appellent les hackers, en leur demandant de tester. Vous savez, quand iPhone finit de sortir un iPhone 12 ou 11, avant de le mettre sur le marché, ils le donnent à des hackers, ils leur disent attaquer l'iPhone. Et ils parviennent à l'attaquer, à aller dans le système. Ils savent que donc l'iPhone a quelques déficiences, quelques failles, ils vont corriger. Jusqu'à ce que ça n'atteindra jamais la perfection, mais jusqu'à ce que le danger soit au moins minime. Minime. Mais il y a toujours des hackers qui sont capables de le faire. Donc si aujourd'hui, des États aux États-Unis, les plus grandes entreprises qui achètent toutes sortes de protection, de logiciels de protection, de sûreté, de sécurité, sont attaqués et on leur demande des rançons, après ils sont obligés de payer, ça veut dire que tout simplement, le danger est permanent. C'est-à-dire que là, on va passer d'une guerre où il y avait des soldats, les gens allaient sur le front, à une guerre technologique. Donc, en plus de bons soldats, il nous faudra de très bons ingénieurs. Absolument. Bon, je ne vais pas vous faire peur, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, rien que dans le domaine de la robotique, il y a plus de robots que la population du Gabon ou de la Gambie? Ah oui. Dans le monde, il y a plus de robots qui ont été créés que la population d'un pays comme le Gabon ou la Gambie. Ça veut dire que c'est plus d'1 million de robots qui existent. Oui. Il y a des robots sociaux, il y a des robots qui peuvent être utilisés également dans le domaine de l'armement. C'est pourquoi également il y a ce qu'on appelle la Convention de Montréal qui invite à une responsabilité, à une utilisation éthique et sécuritaire de ces instruments-là. Parce que les robots, on peut les commander, on peut faire tout ce que l'on veut. Il y a dans le domaine de la science-fiction, vous avez certainement regardé des films de science-fiction où vous en avez entendu. Avec des scénarios toujours plus terribles les uns que les autres. Et on utilise des robots. Ça, espérons qu'on n'en arrivera jamais. En tout cas, au niveau des Nations Unies, ils ont incité les gens à voir cette convention-là, inviter les différents États, inviter les différentes firmes internationales, vraiment de l'utiliser avec une certaine éthique. Mais ce n'est pas toujours évident que tout le monde suivra. Donc, c'est-à-dire que là, il faut aussi se préparer à former une génération d'ingénieurs qui soient vraiment très pointus, sachant que dans ce domaine, nous avons de grands cerveaux sénégalais. Pour n'en citer qu'un, dans le livre, vous citez Monsieur Sidi Ndao, pour n'en citer qu'un par exemple, qui est un génie en robotique et mécanique qui enseigne aux États-Unis. Il y a Mambousso. Oui, par exemple. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'État pourrait faire en fait pour que ces personnes reviennent au bercail? Ce que l'État peut faire, c'est de créer un environnement qui peut permettre à nos cerveaux-là, qui sont partout, le reverse brain, ça veut dire le retour de ces esprits-là, est conditionné par la mise en place d'un dispositif, d'un environnement à la fois réglementaire, juridique, mais surtout infrastructurel, qui leur permet de pouvoir venir et de baigner dans cet environnement et d'évoluer. Et de s'épanouir dans cet environnement.
Je pense que ça me permet d'aborder la question des chantiers et de ce que fait aujourd'hui l'État du Sénégal dans le domaine du numérique. Je parlerai peut-être au-delà de cette stratégie qui est une stratégie réfléchie très tôt depuis 2016. Le Sénégal dispose de cette stratégie Sénégal. Le Sénégal numérique 2025. 2025. Et cette stratégie a mis les jalons, les étapes et le cadre général dans lequel doivent s'épanouir les Sénégalais en termes de révolution numérique. La stratégie, c'est pensée dès le départ, c'est plus de 1362 milliards qui est prévu, c'est également plusieurs actions qui sont prévues, dont la mise en place du parc technologique numérique de Diamniadio, dont la mise en place d'un data center. Nous venons d'inaugurer le data center de Diamniadio, qui est un data center de génération de dernière génération, ce qu'on appelle les data centers tiers, qui permet aujourd'hui de pouvoir non seulement stocker les données de l'administration des entreprises sénégalaises, mais de pouvoir également les utiliser à bon escient. Vous savez, aujourd'hui, dans l'administration sénégalaise, nous avons des données qui sont un peu partout. Oui. Vos données de carte pièces d'identité se trouvent au ministère de l'Intérieur. Vos données casier judiciaire au niveau du ministère de la Justice. Vos données fiscales au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Toutes ces données doivent être regroupées dans un lieu sûr qui permettra demain à l'État sénégalais de pouvoir les utiliser et qu'on ne les perd pas et qu'on ne soit pas également des données volées. C'est important. Vous savez, au niveau de Diamniadio aujourd'hui, l'ambition de l'État du Sénégal, c'est d'utiliser des piliers importants pour cette émergence technologique. Le gouvernement du Sénégal, depuis janvier, a pu mettre en place ce qu'on appelle un supercalculateur. C'est quoi un supercalculateur? Un supercalculateur, c'est un ordinateur géant qui a une puissance de calcul extraordinaire. C'est comme si c'est une machine qui peut lire 1000 livres en une seconde. Vous imaginez? Oui, c'est extraordinaire. Mais ils ne sont pas faits pour lire des livres. C'est juste une image que je donne. Mais ils sont faits pour pouvoir faire dans ce que j'appelle la simulation numérique. De pouvoir anticiper sur, par exemple, des recherches en matière climatologique, des recherches dans le domaine de la riziculture, de pouvoir permettre à des ingénieurs, des chercheurs de l'université de faire des recherches qu'ils faisaient d'habitude à l'extérieur, de pouvoir utiliser le supercalculateur. Il est très puissant. Et pour dire tout simplement l'ambition du Sénégal, qui est une ambition d'être parmi les premiers en Afrique, ce supercalculateur est la deuxième la plus puissante en Afrique, après celle de l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire, je parle à la troisième machine. Qui est à la première place? L'Afrique du Sud. Le Sénégal est la deuxième place. Donc c'est pour dire que c'est un pilier important. À Diamniadio également, on est en train de mettre en place ce que j'appelais tout à l'heure le parc technologique numérique. C'est un parc qui va permettre également, non seulement en termes d'infrastructures, de bâtiments, c'est des immeubles importants, mais dans lesquels on aura un ensemble de dispositifs, un ensemble également d'incubateurs, d'infrastructures du numérique qui va permettre aux entreprises, aux startups de pouvoir évoluer dans un environnement où ils peuvent s'épanouir de fort belle manière. À côté, on vient de mettre en place le data center. Il y a également la Cité du Savoir. La Cité du Savoir. Donc, c'est tout cet ensemble-là organisé qui permet aujourd'hui de faire de Diamniadio un hub numérique qui permettra à la sous-région, qui permettra également d'avoir presque une Silicon Valley là-bas dans cette ville carrefour qui est Diamniadio. Donc, c'est pour dire tout simplement que l'État du Sénégal a cette ambition-là de garder le lead dans le domaine du numérique, mais également de faire de telle sorte que nous soyons dans un écosystème innovant où chaque Sénégalais pourra y trouver son compte, où on évitera effectivement cette fracture numérique qu'on rencontre parfois dans certains pays. Et à quand les bornes de e-administration? Alors, depuis quelque temps, vous voyez aujourd'hui que dans le domaine de la dématérialisation, l'État du Sénégal fait des efforts importants. Ah oui, avec la DGID déjà, avec Cap Karangue et d'autres projets. De ce côté-là, franchement, il y a eu beaucoup d'avancées. Absolument. Nous avons un objectif aujourd'hui de pouvoir dématérialiser 750 services. Nous avons dépassé les 50. Aujourd'hui, beaucoup de services sont dématérialisés. Vous en avez cité quelques-uns. Je vais vous dire tout simplement que l'ambition du Sénégal, c'est que demain, si vous avez besoin de votre extrait de naissance, que vous êtes né à Louga, à Saint-Louis, à Koungheul, où vous voulez au Sénégal, que vous restez à Dakar, à partir de votre téléphone, que vous puissiez récupérer
votre extrait de naissance. Idem pour votre casier judiciaire. Il n'est plus question aujourd'hui que dans 1 an, 2 ans, que l'on puisse aller jusqu'à Saint-Louis, à Matam, pour pouvoir être délivré un extrait de naissance. À partir du numérique, avec cette dématérialisation-là, c'est fort possible et l'État du Sénégal s'est engagé résolument avec le concours de l'Union européenne pour régler ces questions. Donc forcément avec le contexte de la crise sanitaire, il est impossible de parler du numérique sans parler de la Covid-19. Donc aujourd'hui, cette maladie, on s'est rendu compte qu'elle a bouleversé notre mode de fonctionnement, notre mode de vie. On s'est rendu compte qu'il n'était pas forcément nécessaire d'être au bureau toute la journée, qu'on pouvait travailler de la maison. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses à distance et tout cela était possible grâce au numérique. Et comment est-ce que le numérique est venu en véritable soldat pour nous aider à faire face à cette maladie? La pandémie de la Covid-19 est arrivée avec son lot de malheurs, mais elle a permis ou elle a donné l'opportunité d'avoir ou d'accélérer cette innovation. Vous avez tous constaté que depuis le début de la pandémie, l'élève peut rester dans sa maison avec sa connexion et suivre ses cours. Tenez, votre télévision en est une très belle illustration. Télé-école. Effectivement. Beaucoup d'élèves, d'étudiants et de parents d'élèves vous suivent à travers leur smartphone. Et les élèves, donc, comme je disais, à partir d'une connexion, rester chez eux et suivre les cours à distance. Idem pour le travailleur. Nous avons tous maintenant constaté qu'il existe ce qu'on appelle le télétravail. Donc, rester chez soi, travailler matin, midi, soir sans aller au bureau. C'est idem également pour nous, fonctionnaires. Nous allions à des réunions en France, en Afrique, partout, dans des conférences, dans des rencontres internationales. On s'est rendu compte qu'avec la technologie, aujourd'hui en visioconférence, donc à distance, on peut tenir des réunions, faire beaucoup de choses. Et avec le même résultat. Avec le même résultat, presque. Presque avec le même résultat. Et on a constaté également que durant cette pandémie-là, nos chercheurs, nos start-upers, nos jeunes talentueux ont pu mettre en place des applis mobiles pour parfois suivre la courbe de la maladie, pour sensibiliser. Avec l'intelligence artificielle et le big data également, on a pu accélérer la recherche et également le fait de pouvoir trouver des vaccins. C'est extrêmement important avec ces technologies émergentes, ce qu'on a pu faire durant la pandémie. Vous avez pu suivre certainement à Wuhan, je crois que c'est le nom de la ville chinoise, où est partie la Covid, qu'à un moment, ce sont des robots qui entraient dans les chambres pour apporter le plateau repas, prendre la température. Voilà, tout ça. Mais ça, c'est franchement fabuleux et le numérique nous a offert tout cela. Et également en Afrique, vous savez, il y a eu cette révolution à montrer que l'Afrique n'est pas en retard, que nous partons sur le même pied. Il y a eu des plateformes qui ont séduit le reste du monde. J'en citerai une comme Ushaidi, qui est une plateforme collaborative kenyane, née en 2008 ou 2000, si je ne m'abuse, oui, en 2008, non, en 2018. Mais cette plateforme-là a pu faire de telle sorte que presque partout dans le monde, en Espagne, en Italie, au Japon, aux États-Unis, on a utilisé cette plateforme-là pour aider dans le domaine de la sensibilisation, pour aider dans le domaine de la distribution des médicaments. Au Japon, en Espagne, des retraités ont pu dans leur quartier utiliser la plateforme Ushaidi pour pouvoir non seulement sensibiliser, mais s'échanger des médicaments pour permettre à tout un chacun de trouver une voie de sortie dans cette crise-là. Donc, cette révolution a eu un coup de fouet durant cette période de la Covid-19. Et c'est l'OCDE qui nous disait que durant cette période, on a constaté que dans chaque pays, le trafic d'Internet a augmenté. Dans certains pays, de plus de 60%. Parce que les gens sont restés confinés, ils sont obligés de faire leurs commandes également en utilisant des serveurs, en passant par le net pour faire leurs commandes de marchandises, leurs commandes de ravitaillement et même leurs commandes pour manger, etc. Donc ça a été un moment, et nous sommes toujours dans ce moment-là, et certaines en ont pu sortir et tirer leur épingle du jeu. Des chercheurs sénégalais de l'ESP
ont mis en place et ont fait des recherches et nous ont sorti même des appareils respiratoires qu'on utilise pour pouvoir aider les malades de Covid à pouvoir s'en sortir. D'autres également ont fait le même dans le domaine de l'e-commerce, dans le domaine de l'e-agriculture, de l'e-santé, etc. Le Sénégal s'est proposé aujourd'hui d'aller dans ce qu'on appelle le passeport médical. C'est quoi le passeport médical? C'est qu'aujourd'hui, au-delà de la pandémie, nous nous sommes dit que quelque part, il faudrait que le Sénégalais, où il se trouve, quand il a un passeport médical, il est dans une plateforme gouvernementale qui permet de savoir que ce Sénégalais-là qui se présente devant un médecin, que le médecin n'a pas besoin de lui dire « va me faire encore telle analyse, telle analyse, telle analyse ». Non, le médecin peut dire tout simplement, à partir de la plateforme, regarder son passeport médical, savoir que ce patient qui est là a tel antécédent médicaux. D'accord, donc toutes les informations des patients sont centralisées dans un même serveur. Absolument, dans un même serveur. Et là, ne craignez pas ce qu'on a discuté tout à l'heure, le problème des données personnelles, parce que dans le domaine médical, c'est plus sensible. C'est plus sensible. Là également, toutes les dispositions sont en train d'être prises, parce que dans cette plateforme, il y aura certainement une ouverture pour le personnel médical et une ouverture pour le patient. Le patient peut dire, voilà mon numéro de passeport médical. Et le médecin qui a devant lui l'ordinateur, qui entre dans la plateforme, peut mettre le numéro. Et voilà, ça c'est le numéro de Ousmane Thiongane. Ousmane Thiongane, voilà ses antécédents médicaux. Il a tel, il a tel, il a tel, il a tel. Lui, il est en mesure rapidement de réagir par rapport à ça. Mais si mon oncle ou ma tante qui vient de là-bas de Guetignang, dans un village un peu reculé, qui arrive, alors qu'il a déjà fait depuis 1 an, 2 ans, il est suivi dans la zone de Louga ou dans une autre zone, qui vient à Dakar devant un médecin, le médecin doit tout reprendre, ça retarde, c'est encore plus cher pour le patient. Et c'est très compliqué. On gagne en temps. C'est pour ça que parfois certains patients finissent même par être découragés. Absolument. On gagne en temps, on gagne également dans le domaine de la prise en charge médicale. Parce que c'est aller très vite. On sait que le patient, c'est un diabétique. On sait que le patient il est de tel groupe sanguin. On sait que le patient, il a telle encore comorbidité, etc., etc. C'est surtout important pour les cas admis en urgence. Parce que souvent, il y a des cas où on reçoit un patient, on va lui administrer un médicament sans avoir fait des analyses au préalable. Parce que le cas était très urgent. Absolument. Ensuite, il y a des dommages collatéraux parce qu'on se rend compte que le patient souffrait d'une pathologie qui ne peut pas être... Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive quand il y a des accidents de circulation. Le patient est en urgence, il faut intervenir rapidement. Si on ne connaît pas ses antécédents, ça peut poser des problèmes pour lui administrer rapidement un certain nombre de choses. Vous êtes obligé de lui faire un scanner, de lui faire des analyses pour attendre d'ici le lendemain que les analyses sortent. On perd du temps. Et le Sénégal est engagé, comme j'ai dit tout à l'heure, grâce au numérique, à régler ces questions-là avec le passeport médical. Et qu'en est-il de la télémédecine? Est-ce qu'actuellement, dans certains hôpitaux, cette pratique commence à se démocratiser? Absolument. Vous savez, dans le cadre toujours de cette révolution et du dispositif que met l'État du Sénégal, il y a certainement, vous êtes au courant que le président a inauguré il y a 2 ans ou 1 an et demi, ce qu'on appelle un certain nombre d'écoles ou de centres qu'on appelle les ENO, les espaces numériques ouverts. Les espaces numériques ouverts sont connectés ou fait partie du dispositif de l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal. Et au niveau de chaque ENO aujourd'hui, l'ambition de l'État du Sénégal, c'est d'y mettre également tout un dispositif pour la question de télémédecine. À Kolda, par exemple, qui a un ENO déjà prêt, cette question est déjà posée et réglée. Parce que tout simplement, l'ENO a presque 3 missions. La première mission, c'est une mission d'éducation en connexion avec l'université virtuelle. Les étudiants peuvent y faire des cours, etc. La deuxième également, c'est la formation d'un certain nombre de groupes, d'associations, de GIE, de femmes, etc. pour les amener à mieux comprendre les enjeux du numérique et de leur permettre d'utiliser le numérique pour pouvoir aller très vite et faire leur commerce et tout ce qu'ils veulent. Et la troisième mission de l'ENO, c'est également d'utiliser la télémédecine. Et lors de cette inauguration de l'ENO de Kolda, on a fait un test avec d'autres universités du monde de médecine, de l'université de Fann, avec, qu'est-ce que je dis, l'hôpital de Fann, et des universités également, je pense, de Bordeaux et des États-Unis. Et le médecin
de Kolda était là pour présenter le tableau clinique d'un patient. Et ensemble, ils ont diagnostiqué le patient, etc. Donc la télémédecine, effectivement, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la 5G, ça permet de pouvoir l'utiliser à bon escient, de pouvoir l'utiliser sans dommage, sans pour autant qu'on puisse perdre beaucoup d'images. Parce qu'avec la 5G, c'est vraiment la révolution en mode, c'est le numérique en mode turbo. C'est vrai, mais pour que tout ça soit efficient, c'est-à-dire quand on est à Dakar, il n'y a pas trop de problèmes. Il y a l'électricité, il y a la connexion. Mais qu'en est-il des régions? Parce que tout à l'heure, on parlait encore des ODD. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour que ce numérique, cette révolution numérique soit efficiente, que nous ayons au moins une base de développement solide? Parce que quand vous allez dans les régions, si la personne n'a ni Internet, la personne n'a pas d'électricité, tout ce que vous venez d'expliquer ne représente absolument rien pour elle. Donc, quelles sont les mesures qui sont prises au préalable pour que cette révolution numérique puisse être efficiente dans les régions spécifiquement? En d'autres termes, pour éviter cette fracture numérique. Voilà, exactement, pour éviter cette fracture numérique. Que les gens des villes soient surtout, mieux éduqués que ceux qui sont dans le monde rural. Prenons par exemple l'exemple des étudiants. Il y en a beaucoup qui sont à Dakar, mais ils sont dans les régions. Quand il y a eu la crise sanitaire, il y en a beaucoup qui sont retournés chez eux. S'ils vont dans une zone du Sénégal où il n'y a pas d'électricité ou alors où il n'y a pas Internet, comment ils font pour suivre les cours? Et ils sont même désavantagés par rapport à ceux qui sont à Dakar ou ceux qui sont à Thiès. Tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais vous savez, aujourd'hui, au niveau du Sénégal, l'électricité, l'accès universel à l'électricité, c'est pas seulement un vœu pied. Je pense qu'on est en train de faire de telle sorte que partout au Sénégal puisse y avoir de l'électricité, mais également pour la connexion Internet. Ne détrompez-vous, parce qu'aujourd'hui, ma grand-mère qui se trouve loin dans le Ndiomboto, elle a du moins la connexion avec son téléphone. Elle parle avec son fils ou son petit-fils qui est en France via WhatsApp. Vous savez, donc cette question me semble être importante. Il y a effectivement ce qu'on appelle des zones blanches. Mais la fracture numérique n'est plus aussi béante qu'elle pouvait l'être. Elle ne l'est plus. Franchement, si je vous dis aujourd'hui que le nombre de téléphones connectés au Sénégal dépasse les 9 millions. Tout le monde n'appelle plus que par WhatsApp maintenant. Puis les gens se détrompent. Il y a une étude qui a été faite pour tout simplement essayer de jauger, de constater quel est le niveau d'implication ou le niveau tout simplement, passez-moi l'expression, le degré d'utilisation d'Internet de certaines couches de la population, comme le marchand ambulant que vous rencontrez dans la rue, le vendeur de cartes téléphone, etc., etc. Il y a une étude qui a été faite pour constater de cela. Mais on s'est rendu compte qu'à 90%, ils sont tous connectés. Ils ont WhatsApp, ils ont Facebook, etc. Moi, je me suis rendu compte une fois que quelqu'un qui lavait mon véhicule souvent, à un moment, il m'appelait par Messenger, je ne connaissais même pas. Mais quand j'ai regardé, c'est un jeune qui avait presque 20 ans, analphabète, vraiment qui n'a pas fait les bancs, mais qui était sur Messenger, qui était donc sur Facebook, qui m'appelait. Chaque fois, quand je me suis rendu compte que j'ai pris mon téléphone, j'ai répondu, il me dit, tu ne savais pas que j'ai Messenger, je ne savais pas, bravo. Voilà, donc c'est pour vous dire autant. Ça ouvre vraiment les portes du monde, ça ouvre les portes de Absolument. Vous savez, le Diallo Banano qui est dans le coin de rue, ici, vous le rendez visite chez lui, au niveau de son étal de marchandises, il va vous dire qu'il est connecté. Et parfois, il vous envoie même ce qu'il a comme produit, etc. Donc, c'est une révolution aujourd'hui qui touche tout le monde. L'État du Sénégal aujourd'hui a pu déployer plus de 6000 km de fibres optiques. Aujourd'hui, toutes nos universités, presque l'ensemble de nos préfectures sont connectées. C'est avec ce qu'on appelle la fibre optique, c'est-à-dire avec l'Internet haut débit. Maintenant, il y a un concours à faire, il y a un apport décisif à faire et une invitation à faire aux différents opérateurs qui également ont une part de responsabilité dans cette innovation numérique, mais surtout dans cette connectivité du territoire national. C'est pourquoi on a pu créer ce qu'on appelle, permettre à ce qu'on appelle les MVNO de pouvoir avoir également, qui sont des opérateurs qui suppléent les opérateurs traditionnels que nous connaissons, Orange, Free et Expresso,
qu'il est souplé dans certaines zones où ils ne sont pas tellement présents. Mais je pense que au fur et à mesure, peut-être d'ici quelques années, on parviendra à faire de telle sorte que l'ensemble du territoire sera connecté. Très bien. Je vous avais dit en début d'émission que je n'allais pas hésiter à m'adresser tantôt à l'écrivain, tantôt au conseiller du président de la République. On aimerait bien savoir quelles sont les coulisses du métier. C'est quoi un conseiller exactement? Et est-ce que le président vous écoute? Parce que conseiller, quand vous lui conseillez quelque chose, est-ce qu'il vous écoute et est-ce qu'il suit vos conseils? En quoi consiste votre métier? Vous savez, le président de la République est une institution, c'est une personnalité à qui les Sénégalais ont donné leur confiance. Il peut se permettre d'avoir à côté de lui des conseillers dans tel domaine, santé, éducation, numérique, etc., etc. Le conseiller, sa fonction, c'est d'émettre des avis, des suggestions au chef de l'État. Mais comme c'est lui qui décide, il peut les prendre en considération, il peut ne pas les prendre en considération. Mais le conseiller, lui, il a fini son travail, il a fait sa mission quand il conseille. Maintenant, que le conseil soit utilisé ou pas, ça ne doit pas trop le déranger. L'essentiel est qu'il est là pour réfléchir, pour concevoir, pour orienter, demander à suggérer à ce que l'on aille dans certaines directions ou ce que l'on fait ceci ou cela. Effectivement, pour beaucoup de choses, le président de la République suit les conseils de ses conseillers. Parce qu'on n'a pas un conseil dans des domaines, surtout dans des domaines aussi ésotériques que les nôtres, numérique, santé, passez-moi l'expression, éducation, nucléaire, armée, tout ça. Un président de la République n'est pas forcément un spécialiste de ces questions-là. Il a besoin d'avoir des gens bien formés qui lui donnent un certain nombre d'indications. À lui maintenant de savoir, comme il est mieux informé que nous, parce qu'il a une panoplie d'informations que lui donnent des conseillers, des structures, des agents sur le plan international, des rapports qu'il reçoit. Donc il est très bien informé. À lui de savoir maintenant, est-ce que ces conseils-là sont des questions judicieuses ou est-ce que c'est l'heure de les appliquer ou le Sénégal n'est pas encore prêt, etc. Parce qu'un conseil, il peut être un conseil extrêmement pertinent, utile. Mais est-ce que le pays a les moyens aujourd'hui de le réaliser? Si je disais, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Voilà, par exemple, si je disais aujourd'hui que je veux conseiller au président que le Sénégal puisse disposer d'un satellite dans le domaine du numérique qui peut nous permettre de régler la question que nous avons abordée tout à l'heure, la couverture du réseau, la connectivité. Oui, c'est une très bonne chose. C'est un conseil, une suggestion pertinente. Mais est-ce qu'aujourd'hui le budget du Sénégal peut supporter cela? Voilà, donc il y a toutes ces questions-là. Ce que je vous appelle, je ne sais pas ce que vous appelez les coulisses, mais c'est comme ça notre travail de manière générale. Souvent on est en réunion avec le président. C'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui suivent ces émissions, donc ça leur permet en fait de savoir. Il est à côté du président, il peut participer à des rencontres avec le président, à des réunions, il fait des notes, il fait des suggestions, il représente l'autorité dans certaines rencontres, il est même dans certains conseils d'administration, dans certaines entités. Voilà, il représente l'autorité, il suggère, il réfléchit, il participe à des conférences, rend compte à l'autorité. Voilà le rôle d'un conseiller. Donc tout un chacun peut devenir conseiller dans un domaine où il a vraiment des choses à dire, mais des choses, c'est quelqu'un qui est dans son domaine qui est très avisé. C'est quelqu'un qui est compétent, qui a un peu de la science, entre guillemets, dans son domaine déterminé. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser dans ce domaine? Bon, c'est une longue histoire. Vous avez commencé par le droit ou vous avez commencé par le journalisme? Moi, je suis d'abord juriste. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer par le journalisme parce que le droit, c'est une longue carrière. Oui. Et c'est une carrière assez compliquée aussi. Donc, je suis juriste de formation. Accidentellement, je suis allé embrasser le métier du journalisme parce que ça m'a passionné. Ça m'a passionné déjà en étant étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il m'arrivait de regarder un match de football, de prendre des notes et à la fin du match de proposer à une radio de la place, est-ce que je peux vous donner le compte rendu du match? Il acceptait, je
prends mon téléphone, ils m'enregistrent et je leur envoie du son. Donc une sorte de correspondance particulière, etc. Donc je l'ai fait 2 fois, 3 fois. Lorsque j'ai eu ma maîtrise en droit, je suis venu à Dakar, comme je résidais à Dakar. Donc je me suis inscrit en DIA à l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop. Mais entre-temps, je me suis dit, mais entre le moment où j'ai terminé ma maîtrise, master on dit actuellement, et le début des cours de DIA, ça fait au moins 5-6 mois. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je vive. Je me suis proposé à la même radio de pouvoir venir faire un stage. Et c'est comme ça que c'est parti, ça a devenu une passion. Et j'ai exercé jusqu'à être même chef de desk dans cette radio et de faire un concours et de partir en France, continuer des études en journalisme et en communication. Et c'est comme ça que c'est parti. En fait, moi, dans ma conception, l'université nous forme à nous adapter à toutes les situations possibles. Du juriste, je suis passé par le journalisme, l'expert en communication, j'ai enseigné, j'ai fait donc des études en France, puis en Allemagne, et puis le numérique. Finalement, j'ai fait également, quand j'ai commencé à exercer dans une organisation internationale, c'est le début vraiment du numérique, des réseaux sociaux. Je suis reparti en France faire une petite formation dans ce domaine-là et revenir parler de cela, exercer cela, ce qui fait que je me suis permis de pouvoir faire beaucoup de contributions dans ce domaine, de participer à beaucoup de rencontres et vraiment de pouvoir me proposer souvent comme expert dans ce domaine-là. Votre profil est vraiment très riche et je pense que c'est un profil c'est un parcours qui peut inspirer beaucoup de jeunes qui suivent cette émission et qui suivent les programmes de Télé-École. Il y a de cela 2 ans, c'était un 15 mars 2019, vous avez visité le stand de Télé-École avec le président de la République et on aimerait savoir 2 ans après, quelle appréciation faites-vous de Télé-École? Franchement, je suis très passionné, très séduit par ce que vous faites. Je ne vous lance pas des fleurs parce que les fleurs elles coûtent cher chez moi. Je ne les bazarde pas. Ce que je dis, donc je le crois. Parce que je vous suis. Une fois même, j'ai appelé mon ami Hassan en pleine nuit où je lui ai envoyé un texto pour lui dire que je viens de suivre une émission en anglais animée par des étudiants avec ma fille. On a suivi, on écoutait religieusement l'émission parce que c'était très passionnant. À ce niveau-là, on constate qu'au Sénégal, on a des étudiants qui peuvent nous parler un anglais de qualité. Ils sont extraordinaires. Extraordinaire. Franchement, moi j'étais séduit et j'ai suivi beaucoup d'émissions. J'ai l'appli sur mon téléphone, donc je vous suis régulièrement. Et surtout, je me suis dit, vous êtes leader dans ce domaine. Vous êtes également un pionnier dans le domaine de l'enseignement à distance. Avant, on n'en connaissait pas trop. Vous aviez commencé à en parler et le chef de l'État, quand il a visité votre stand à ma compagnie, effectivement, il m'a dit, Ousmane, ça, il faut les aider, il faut les appuyer. Et il avait donné des recommandations, des instructions fermes pour que Télé-École soit sur la TNT. Et je pense que ça va être fait bientôt. Moi, je profite encore une fois de l'émission pour vous féliciter. Je trouve vos présentateurs, vous également, je vous suis, ma chère Anita, excellent dans ce que vous faites. Merci. En tout cas, bravo à vous, bravo à vos techniciens pour le travail remarquable que vous faites. Et merci à vous pour ce livre qui est remarquable. Il est très facile à lire. Il est structuré d'une manière, en fait, c'est-à-dire que la lecture est très digeste. Vous allez à l'essentiel. Les chapitres sont courts. Les informations sont bien énoncées et il est accessible à tous. On n'a pas besoin d'être un professionnel, on n'a pas besoin d'avoir un niveau Bac+8 pour pouvoir comprendre ce livre. Et parfois, lorsque les personnes écrivent dans le domaine de tout ce qui est un peu scientifique, technique, ils ont tendance à utiliser des mots un peu compliqués, c'est pas accessible à tout le monde. Donc en voyant le livre au début, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi facile à lire, aussi agréable. Merci. Je l'ai lu vraiment avec beaucoup de plaisir. Et donc encore une fois, il s'agit du livre Les promesses du numérique qui a été édité par la maison d'édition Cédar. Et vous avez eu à écrire aussi, vous avez dit que c'est votre 2e livre. Le premier livre, c'était un livre sur quel sujet? C'est un livre plus ou moins politique, relatif un peu à une réponse par rapport à un autre livre que j'avais coécrit avec le professeur Ibadet Thiam. Qu'est-ce qui vous a fait venir à l'écriture? Parce que vous avez fait du droit, ensuite journalisme, le numérique. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans l'écriture? Moi, j'écrivais depuis vraiment enfant, j'écrivais des poèmes
J'aimais écrire beaucoup de poèmes, de parler, mais pour ce livre, franchement, c'est dû à un contexte particulier. Vous savez, j'ai envie de dire, comme vous connaissez l'expression, c'est commencer qui est difficile. Mais je pense que beaucoup de personnes veulent écrire. Ils ont des idées pour écrire. Oui, mais le challenge, le défi, c'est comment ordonner toutes ces idées-là et de commencer un beau jour à écrire ce livre-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une proximité professionnelle avec un ami, un grand intellectuel, le ministre conseiller El Hadji Hamidou Kassé, qui est aussi un écrivain, qui chaque fois me regardait parler passionnément du digital et qui à la limite m'a suggéré puis m'harcelé amicalement d'aller vraiment partager ses modestes connaissances avec les Sénégalais, avec les Africains, de laisser sur le marbre quelque chose. C'est dans ces contextes-là que je me suis dit il faut que j'écrive quelque chose parce que j'ai eu la chance au moins de participer à des rencontres nationales, internationales, de recevoir des talents, des start-upers. Nos jeunes Sénégalais sont ingénieux. Ils sont ingénieux, ils ont un talent incroyable. Qui viennent vous parler d'innovation, ce sont des rencontres. J'en ai fait ici, en Afrique, partout. J'ai rencontré beaucoup de start-upers et beaucoup, j'ai participé à des rencontres internationales comme Vivatech à Paris, 3-4 éditions. Et je me suis dit, il faudrait que tout cela, qu'on puisse le partager. Le partager à l'aune de cette révolution numérique, parler de ce que l'État sénégalais fait, les initiatives publiques, parler de ce que font les privés, les start-upers comme j'ai dit tout à l'heure, les initiatives, il y en a, mais également parler de la sous-région et de l'Afrique. Quelles sont les chances de l'Afrique pour pouvoir s'arrimer solidement à cette fusée du numérique? Parce qu'encore une fois, ma chère, il ne faudrait jamais que nous restions sur le quai de la gare. Il faut que nous empruntions ce train du numérique. À mon avis, c'est une des voies majeures par lesquelles le Sénégal, l'Afrique doit pouvoir passer pour atteindre demain l'émergence numérique, l'émergence tout court. Alors avec l'émergence des startups, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui se tournent vers le digital. Et vous qui êtes vraiment à un niveau supérieur, vous êtes un professionnel du digital plutôt, quels conseils auriez-vous à donner à ces jeunes qui empruntent cette voie? Je disais que le numérique est un excellent outil qui nous réserve un fabuleux destin. Mais derrière cet attrait, ces douces promesses, il faudrait que notre jeunesse ait un comportement responsable face à l'outil. Il est important, c'est vrai, on est dans une situation où l'enjeu est formidable de pouvoir faire des recherches, faire du commerce, faire beaucoup de choses avec le numérique. Mais par rapport à ce que l'on constate souvent sur les réseaux sociaux, il y a une invitation solennelle que je fais à notre jeunesse d'avoir une responsabilité éthique et sécuritaire en ligne. C'est important de savoir que nous tous, nous laissons des traces sur Internet. Et ces traces-là vont nous suivre demain. Il est bon que ces jeunes-là puissent comprendre que le numérique, ce n'est pas forcément un no man's land où ils peuvent dire, faire tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, même dans le domaine du recrutement, les experts en ressources humaines vous le diront. Demain, pour recruter quelqu'un, ils n'hésitent plus maintenant, et c'est la voie, à aller regarder son identité numérique. Qu'est-ce qu'il a dit sur Facebook? Qu'est-ce qu'il a dit sur Twitter? Qu'est-ce qu'il poste sur Instagram? C'est ça qui détermine aujourd'hui la personnalité de l'individu. Donc, ayons ce comportement responsable, faisons de telle sorte que nos actes, les actes que nous posons dans cet cyberespace-là, soient des actes louables, des actes nobles, des actes qui nous rendent tous dignes pour la postérité. Merci beaucoup, Monsieur Thiongane. Et c'est sur cette belle note de conseil que nous allons mettre fin à cette émission. J'ai été vraiment très honorée de vous recevoir sur ce plateau. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que je vous recevrai encore pour une autre émission. Soyez en remercier vous aussi. Merci beaucoup. Restez connectés sur Télé École, la première télévision éducative de l'Afrique francophone.